des campus en transition. C'est la première édition où tous les campus, où la plupart des campus de l'Académie de Toulouse organisent des événements tout au long de la journée sur les transitions. Et donc là, nous allons parler des déchets. Donc avant, Jérémy Cavé va nous parler de la civilisation des déchets et de son livre. Il va se présenter après. On aura après une intervention de Gaïa qui a envoyé des étudiants en goélette pour voir le continent des déchets. Et nous, donc moi je suis Emmanuelle Dromard, donc la transition écologique à Sciences Po. Et avec Lou, on va vous présenter un peu ce qu'on essaye de faire au niveau des déchets et le bilan en fin de session. Avant de démarrer, je vais laisser parler d'un projet Nutrivie, une petite introduction et la personne va vous expliquer un peu ce que c'est et après on va démarrer. Bonjour, donc merci beaucoup à Madame Dromard de me laisser la possibilité de parler de Nutrivie. Donc moi je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'Université Paul Sabatier de Toulouse en biologie. Donc voilà, c'est pas du tout mon domaine ce qui se passe ici. Mais du coup, on a eu l'idée avec d'autres enseignants qui sont des psychologues, des sociologues, des agronomes, des économistes, des toxicologues, des vétérinaires, de monter un certificat, une UE, dans le cadre de TIRIS. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de TIRIS. Donc, on est lauréat en fait. Il y a eu 8 lauréats cette année. On fait partie des 8 lauréats. Et donc, l'idée, c'est de monter une UE autour de la santé par l'alimentation. Mais comme c'est un sujet qui est complexe, on a demandé à être très interdisciplinaire. Et donc, on est en gros une vingtaine d'enseignants de différentes disciplines. Il y a d'ailleurs une enseignante de Sciences Po qui fait partie de l'équipe pédagogique. Et donc voilà, cette UE, elle commence en janvier. Les inscriptions sont ouvertes. Donc ça sera une UE qui vaudra 3 ECTS en supplément du diplôme. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Donc j'ai des petits flyers qui sont là. C'est une façon d'aborder en fait le One Health. Je ne sais pas si c'est aussi un concept que vous avez discuté ici. Donc le One Health, c'est l'idée que la santé humaine, elle est liée à la santé de l'environnement, elle est liée à la santé des animaux. Donc comment on peut faire finalement pour traiter tout ça et arriver à ce que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est vraiment quelque chose de très multidisciplinaire. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Il y aura différents types d'enseignement. Il y aura du comodal, du distanciel asynchrone, du présentiel avec un mini-congrès, un forum des métiers. Il y a plein de choses dans cette UE. En tout cas, on y a mis toute notre volonté. Donc n'hésitez pas à prendre le flyer, à regarder, à en parler autour de vous, à le mettre dans des réseaux d'étudiants si vous pouvez. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à partir de janvier 2025. Bonne continuation. On va les laisser, ici, ou voilà. Donc vous pourrez vous servir après en sortant. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy. Il n'y a personne du journal Caractère. Parce que les personnes du journal Caractère devaient venir faire une petite introduction pour dire qu'il y avait un stand au Hall D. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est un stand sur les enjeux de la transition et du journalisme. Comment traiter les enjeux écologiques par le biais du journalisme. Voilà, donc n'hésitez pas, ils sont là-bas au Hall D, donc à la fin de la conférence. Merci Emmanuel. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jérémy Cavé. Moi, je suis chercheur dans un laboratoire de l'Université Paul Sabatier, mais j'ai une formation en sciences sociales, comme vous, et j'ai d'ailleurs enseigné ici pendant plusieurs années des sujets liés à l'urbanisme, à l'environnement et à l'écologie politique en tant que courant de pensée d'idées politiques et philosophiques. J'interviens notamment parce que on a récemment publié un ouvrage grand public qui s'appelle La civilisation du déchet, tout savoir sur le recyclage et ses limites,
avec un collègue anthropologue du CNRS basé à Dakar, Yann-Philippe Tastevin, et une dessinatrice, Alizée Depin, qui a mis en image une partie de notre propos. Donc c'est un bouquin qui se veut assez accessible au grand public et dont un des éléments phares du propos consiste à dire dès qu'on parle de déchets dans l'espace public, dans les médias, la plupart du temps, on parle des déchets ménagers, donc avec une dimension un peu inquisitrice, voire culpabilisatrice, de savoir est-ce que si les individus trient correctement, est-ce qu'ils mettent le pot de yaourt dans le bac bleu comme ça devrait être, etc. Alors que nous, on fait le constat qu'à l'échelle d'un territoire, les déchets ménagers, le cercle foncé tout en haut, c'est moins de 10% des déchets qui sont produits. D'accord ? Donc, c'est un sujet d'importance, c'est bien de trier ces déchets à la maison, mais ça n'épuise pas le sujet, loin de là. Et il y a d'autres types de déchets, type les déchets miniers ou les déchets de la construction-démolition, qui pèsent beaucoup plus lourd dans la balance et dont on parle pratiquement pas. Voilà, donc ça c'est un peu le propos du bouquin. Maintenant, moi je voudrais vous faire un petit tour d'horizon à partir du titre de la première partie du bouquin, qui se veut un peu un jeu de mots sur l'histoire du produit intérieur brut, en disant est-ce qu'on ne peut pas finalement parler de poubelle intérieure brute ? Est-ce que ce PIB désigne autre chose que la production de déchets qui résulte de l'ensemble de l'activité économique ? Je vais expliciter un petit peu cette idée, mais avant ça, moi je me suis présenté juste pour savoir à qui j'ai affaire. Qui est-ce qui est en première année là ici de l'IEP ? Ouais, est-ce que vous pouvez lever la main les premières années ? Ok, il y a vous, d'accord. Qui est-ce qui est en deuxième année ? Un peu plus. Troisième année, non. Ouais, deuxième année. Troisième année, vous êtes à l'étranger. Quatrième année. Cinquième année. Ok. Il y a des personnels, mais il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes là qui n'ont pas levé la main. Qui est-ce qui est hors IEP ? Ah ouais, ok. Plutôt Capitole, UT1 Capitole, UT2, Mirail, Jean Jaurès, UT3, Paul Sabatier. Ok. TBS. Merci. TBS. Ok. TBS est là en force. Très bien. Bienvenue. Du coup, ça va vous parler particulièrement, peut-être, ce propos. Alors, j'ai prévu de vous parler de pas mal de choses, mais en fait, pour laisser la parole à vos collègues qui sont là aussi, je vais sans doute zapper la partie 3 et la partie 4, quitte à ce qu'on y revienne ensuite. Donc, je vais commencer par un travail de définition assez rapide. Faire un petit tour d'horizon de comment se manifeste le problème des déchets à l'échelle globale aujourd'hui. Et puis, ensuite, travailler ce lien avec la question du PIB qui ne cesse de nous interpeller. Et ensuite, on laissera 10-15 minutes pour des questions de clarification ou des petites questions. On passera la parole à vos collègues qui reviennent d'une expédition en mer derrière cette question des déchets des activités humaines dans les milieux marins et océaniques. Et ensuite, on ouvrira un temps à du débat. Ok ? Bien. Alors, sur l'histoire de la définition du déchet, c'est plutôt peut-être la définition de ce qu'on appelle la rudologie, à laquelle je vais m'attacher. Donc, la rudologie, ça désigne un champ d'études interdisciplinaire qui s'intéresse aux résidus des activités humaines. Rudos, en grec, c'est les décombres. Donc la rudologie, c'est l'étude des restes, avec l'idée que d'un point de vue un peu sociologique, s'intéresser aux déchets, ça donne une idée de comment les sociétés fonctionnent. D'accord ? Ça reflète un peu le fonctionnement des sociétés, et c'est en ça que c'est intéressant d'un point de vue géographique, sociologique, historique,
que les déchets et les systèmes de gestion des déchets nous disent quelque chose à propos de la façon dont la société fonctionne et dont l'économie fonctionne. D'accord ? L'adage un petit peu de la rudologie, c'est « dis-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es ». D'accord ? Il y a un couple de photographes au début des années 2000 qui a pris ça un peu au pied de la lettre et qui s'est dit, tiens, bah, nous, on va dresser des espèces de portraits robots de personnalités célèbres à partir de l'étude un peu systématique de leurs poubelles. D'accord ? Donc ils ont fait comme ça, ils ont fouillé pendant plusieurs semaines d'affilée les poubelles d'un certain nombre de célébrités des années 90 pour ensuite dresser un espèce de portrait de ces personnalités à travers ce qu'elles mettaient à la poubelle. Et donc ce qui permet, dans le cas de Jack Nicholson par exemple, de constater que voilà, il a une activité épistolaire, de courrier assez importante, il a une consommation d'alcool qui n'est pas négligeable, puis voilà, il consomme un certain nombre de produits d'entretien, etc. Si on regarde une mannequin de l'époque, on voit une activité épistolaire plus réduite, une consommation d'alcool également plus réduite, beaucoup plus de soda, des bouquets de fleurs, d'admirateurs sans doute, et voilà, etc. On peut passer ça décliné en pas mal. Bon, Mick Jagger qui consomme beaucoup plus d'eau minérale que ce qu'on pensait, Brigitte Bardot, etc. Ça avait assez bien marché, leur idée d'expo. Donc ensuite, ils se sont dit, bah, tiens, on va faire la même chose et on va l'appliquer à des pays entiers en essayant de, pareil, dresser un portrait robot de sociétés nationales à partir de leurs déchets. Ça, c'était beaucoup moins convaincant, parce que ça restait une démarche artistique. Scientifiquement, ce n'était pas très rigoureux, et du coup, c'était un peu plus caricatural. Mais je cite cet exemple parce que voilà, ça donne une idée de à quel point les déchets peuvent constituer, pour ceux qui s'intéressent un peu à la photographie argentique, un peu le négatif de la photographie officielle qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre à propos de la façon dont fonctionnent les collectifs humains. Maintenant, si on vient à quelque chose d'un peu plus, d'une définition plus fondamentale et en l'occurrence juridique, ce qui définit un déchet, ce n'est pas tellement les qualités intrinsèques de l'objet, c'est plutôt le jugement ou le regard qu'on va porter sur celui-là. D'accord ? Donc en fait, en droit, ce qui définit un déchet, c'est la notion de l'abandon. D'accord ? Un déchet, c'est quelque chose qui n'appartient plus à personne. Res derelicta. Ici, à Sciences Po, on parle plus aux étudiants de la res publica. Là, on a affaire à la res derelicta. Donc, j'ai acheté ce verre, je ne sais pas où, il est à moi, je m'en sers. Si je le pose là et que mon voisin me le pique, enfin, le voisin s'en saisit, je vais avoir l'impression qu'il me l'a volé et je vais m'en offusquer. Mais du moment où ce même verre, dont les propriétés n'ont pas changé, je le place ici, il devient un déchet. Bonjour. Immédiatement, il est devenu un déchet, et là, n'importe qui peut s'en saisir. Moi, j'estime que je ne m'estime pas lésé. Donc, les caractéristiques n'ont pas changé, simplement, le regard que j'ai porté sur cet objet a changé, sa valeur d'usage n'est plus la même, elle a diminué à mes yeux, et donc, je m'en désintéresse. Et justement, le problème des déchets, un peu à l'échelle mondiale, etc., à l'échelle collective, c'est justement qu'on s'en désintéresse. Or, les déchets, une fois qu'on les a jetés et une fois qu'ils ont disparu de nos yeux, ils ne disparaissent pas pour autant. Et c'est aussi quelque chose qu'on a cherché à mettre en évidence dans le bouquin, c'est que toute la gestion des déchets, elle repose sur leur invisibilisation. C'est-à-dire qu'on les évacue du centre-ville vers la périphérie, on fait ça de nuit, la poubelle, elle est mise à l'arrière-cour, tout est un peu mis sous le tapis pour que ça nous sorte de la tête. Sauf que les déchets ont les objets, les matériaux ont une certaine persistance dans les écosystèmes. Donc là, je vous donne quelques ordres de grandeur de combien un certain nombre d'objets, combien de temps ils mettent à se dégrader. C'est juste des ordres de grandeur, il ne faut pas les prendre trop au pied de la lettre. Et dans certains cas, par exemple, la peau de banane
elle va se biodégrader et elle va retourner dans les cycles géochimiques. Le sac plastique, il va mettre plusieurs centaines d'années à disparaître visuellement, mais ça ne veut pas dire que ces molécules de synthèse vont réintégrer un quelconque cycle biogéochimique, parce que c'est des molécules de synthèse, et à l'heure actuelle, aucun organisme ne s'en nourrit. Donc elles restent là, et ça, vous en entendrez parler tout à l'heure. Petite dédicace pour les fumeurs-fumeuses. Un mégot, ça met 12 ans à se biodégrader. Ça contient 4000 substances toxiques et un mégot suffit à polluer 500 litres d'eau. D'accord ? Or, le mégot que vous écrasez sous votre talon, puis vous dégagez dans le caniveau, ensuite, les eaux pluviales, elles sont que très grossièrement filtrées, donc le mégot, il finit dans les cours d'eau, puis dans les mers et les océans. Donc, abandon d'un point de vue juridique, mais persistance matérielle et physique de ces métaux. Du coup, aujourd'hui, on en arrive à cette situation qu'on peut qualifier un petit peu de poubellocène, en jouant sur cette idée d'anthropocène, etc., avec l'idée que de plus en plus, nos milieux, les écosystèmes, en viennent à être garnis, voire saturés, dans certains cas, de résidus des activités humaines. À l'échelle du monde, la solution la plus simple pour gérer les déchets, c'est aller trouver un ravin ou un terrain vague en périphérie d'une ville et puis y déverser les déchets jusqu'à ce que la cavité soit comblée. D'accord ? Ensuite, on referme et puis on fait comme si de rien n'était. Mais souvent, comme la production de déchets augmente, eh bien, ce qui était une cavité finit par devenir une montagne. Donc là, vous avez une vue dans le sud de l'agglomération de Delhi, d'une des 3 décharges de la ville, 3 grandes décharges de la ville. Et celle-là, c'est une montagne qui fait à peu près 60 mètres de hauteur et sur laquelle ont été aménagées des rampes particulièrement tassées pour que les camions de collecte puissent grimper jusqu'au sommet de la pyramide et y déverser leurs nouveaux déchets. C'est pas du tout propre à l'Inde urbaine. Si vous allez près de Casablanca, vous trouvez la même chose, et on trouve ça un petit peu près de toutes les métropoles du monde, des espèces de montagnes de déchets accumulés. Donc des montagnes qui posent un certain nombre de problèmes, parce que ça peut prendre feu avec le méthane, il peut y avoir des glissements de terrain, etc. Donc c'est évidemment problématique. Et c'est pas le propre des grandes métropoles, et en fait, dans les pays du Sud, à mesure que les habitants, la population accèdent à des circuits d'approvisionnement globalisés avec des emballages, du plastique ou des produits un peu spéciaux, genre des néons, des ampoules, etc., eh bien, se constituent des petites décharges plus ou moins contrôlées, plus ou moins gérées, mais qui, en tout état de cause, peuvent se retrouver assez vite, comme ici au Vietnam, tout près de zones de production alimentaire, en l'occurrence des rizières, avec des problèmes évidemment d'écoulement, d'eau rendue toxique par, je sais pas, les piles et les batteries qu'il peut y avoir dans ces déchets, qui posent des risques pour la population humaine. Pour vous donner une idée, donc là on parle strictement, c'est des stats de déchets municipaux, donc plutôt des déchets ménagers. La solution de traitement majoritaire à presque de 70%, parce qu'il faut rajouter le petit cadran orange là, de 3,7, l'enfouissement, c'est-à-dire la décharge, constitue la solution de traitement prépondérante pour les déchets. Donc aujourd'hui en France, c'est plus des décharges sauvages qu'on a, c'est des lieux qui sont planifiés, donc on creuse un trou, on le recouvre d'une membrane pour récupérer les eaux usées et les traiter. On essaye d'éviter que ça s'enflamme, donc on récupère le méthane et on le brûle. Mais voilà, ensuite on referme, et puis c'est un terrain qui devient inconstructible et qu'on lègue comme ça pour les générations à venir. Donc c'est pas très satisfaisant, on va dire, comme mode de traitement, cet enfouissement des déchets. Donc ça, c'est pour les milieux terrestres. Ensuite, il y a une partie des déchets qui se retrouvent évidemment dans les océans ou dans les mers. En particulier le plastique, parce qu'il est particulièrement léger, particulièrement volatile.
Donc le vent, les précipitations, par ruissellement, les déchets plastiques se retrouvent dans les cours d'eau et assez rapidement aussi dans les océans. Donc on retrouve de ces vortex de déchets. Au départ, on a identifié celui du Pacifique Nord, et puis maintenant, on s'est rendu compte qu'il y en a un peu partout dans les océans. Au début, on a parlé de 7e continent. Je ne vais pas beaucoup développer. En fait, on se rend compte que c'est plutôt des soupes, parce que ce n'est pas des continents sur lesquels on peut marcher. Mais voilà, les courants font que tous ces microplastiques ou ces petits débris de plastique s'agrègent dans des mêmes zones. Je ne développe pas trop ça parce que vos collègues vont le faire davantage. Je ne vais pas développer ça non plus, par manque de temps, mais juste un petit teaser. On pourrait aussi concevoir les gaz à effet de serre comme des déchets gazeux. C'est-à-dire que, parce que la définition écologique d'un déchet, c'est un élément qu'on déverse dans le milieu et qui dépasse les capacités d'absorption du milieu. D'accord ? Et là, en l'occurrence, le rythme auquel on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère dépasse les capacités d'absorption des puits de carbone que sont les océans, les forêts, les tourbières, etc. Donc on peut aussi concevoir les gaz à effet de serre comme des déchets. Mais je ne développe pas plus cette idée. On pourra y revenir si vous voulez. Et j'en viens à une dernière strate de ce poubellocène, que sont les débris orbitaux. Parce que, à mes yeux, elle est assez symptomatique de cette économie linéaire qui caractérise le monde contemporain. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en orbite, et notamment en basse orbite, donc à 400 km au-dessus de nos têtes, un certain nombre de satellites, dont la plupart sont hors d'usage, puisque la durée de vie d'un satellite, c'est environ 5 ans. Et donc, ces satellites continuent à tourner, mais ne servent plus à rien. Et dans certains cas, ils peuvent même entrer en collision. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Peut-être. Tac. Ça, c'est la modélisation d'une collision entre deux satellites qui a eu lieu en 2009, entre Iridium 33 et Cosmo 2251. Et ces deux satellites se sont télescopés. Et donc, ça a généré une pluie de débris de petite taille, sauf que comme tout ce qui tourne autour de la Terre, ça va très très vite. Donc même un petit débris d'1 centimètre ou moins, à cette vitesse-là, peut causer des dommages très importants. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a une pluie de débris qui part dans toutes les directions, ils vont aller collisionner d'autres objets en orbite, et ça peut aller ainsi en augmentant. C'est ce qu'on appelle l'effet Kessler. On n'en est pas tout à fait là. Néanmoins, ça en vient, cette question des débris orbitaux, à poser problème pour les expéditions spatiales. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Gravity de Alfonso Cuarón, 2013, qui met ça en science-fiction, mais en fait, c'est une problématique à laquelle la NASA, SpaceX et autres agences spatiales sont très directement confrontées. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que il y a quand même quelque chose d'assez absurde dans le fait que les satellites, c'est des bijoux de haute technologie qui contiennent des métaux précieux, qui coûtent des fortunes. Et depuis 70 ans, on les envoie en orbite sans se poser la question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les laisse là ? Est-ce qu'on les stocke quelque part pour que ça ne gêne pas trop ? Est-ce qu'on les ramène pour les recycler, les réemployer ? Alors, aujourd'hui, depuis quelques années, fort heureusement, un certain nombre de personnes se posent cette question-là et on commence à envisager d'envoyer des espèces de camions poubelles en orbite qui puissent ramener des satellites hors d'usage. Mais vous voyez qu'on est vraiment en bout de chaîne et qu'on essaye de résoudre un peu certaines conséquences à la marge et d'une façon qui n'est pas opérante aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun satellite qui a été ramené par ce type d'expédition. Donc on est un petit peu dans l'impasse et on peut trouver le même réflexion, peut-être que vous allez en parler tout à l'heure, pour le plastique océanique, où il y a aussi, dans les années 2010, un ingénieur néerlandais qui a dit,
il faut nettoyer tout ça, les océans, je vais monter une épuisette géante qui marchera à l'énergie solaire pour nettoyer les océans. Sauf que, voilà, donc il a réussi à lever des dizaines de millions de dollars assez rapidement, mais ça ne marche toujours pas très bien. Ça fait une quinzaine d'années que c'est en expérimentation. Et au-delà de ça, que ce soit pour les objets orbitaux ou pour le nettoyage de l'océan, vous voyez bien qu'on est toujours dans du registre d'une solution technique en bout de chaîne pour essayer de résoudre un peu à la marge le dysfonctionnement du système. Sauf que si vous avez des villes de 10, 20, 30 millions d'habitants qui continuent jour après jour à relâcher des déchets plastiques dans les rivières, ben vous avez beau épuiser en aval, le problème ne disparaît pas. D'accord ? Donc c'est bien, c'est tout à fait louable de faire ce genre d'initiative, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que maintenant qu'on a fait ce petit tour, pas très réjouissant, j'en conviens, je souhaiterais qu'on se questionne un peu plus sur les causes structurelles de cette situation et de ce poubellocène. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien là-dedans d'irréversible ou d'inéluctable. Et finalement, à quoi ça tient d'endiguer ce flux de déchets qu'on déverse dans les milieux ou de restructurer la façon dont le système économique fonctionne. Et donc, pour ça, je voudrais juste m'arrêter là-dessus. J'aurais pu vous mettre d'autres graphes qui le montrent peut-être de manière encore plus éloquente, mais là, on avait une prévision de la Banque mondiale élaborée en 2012 sur la production de déchets à horizon 2025, à partir des données de 2010. Et vous voyez que, s'agissant des pays à haut revenu, des pays riches, la hausse de production de déchets était assez limitée. Par contre, s'agissant des pays à revenus intermédiaires, il y avait la prospective d'une augmentation considérable de la production de déchets, d'accord ? Et qui s'est vérifiée dans les chiffres, dans les ordres de grandeur. Et donc, ça nous ramène à l'idée qu'on a étayée empiriquement sur la base de données récoltées, que la production de déchets est un indicateur fidèle de l'évolution du produit intérieur brut, de l'évolution de la création de richesse monétaire telle qu'elle est reflétée par cet indicateur. Et donc, la production de déchets n'est pas une anomalie, n'est pas une sorte de bug ou de dommage collatéral du système économique, c'est une condition structurelle du fonctionnement de l'économie contemporaine. D'accord ? Donc, pour réfléchir aux causes de ce phénomène, de ce poubellocène, moi je voudrais vous inviter aujourd'hui à réfléchir aux causes de notre attachement à cet indicateur. Un indicateur qui vient de la science économique, mais qui n'a au départ pas du tout été conçu pour orienter des politiques nationales, ce n'était pas du tout son but initial. Et aujourd'hui, quels que soient les partis qu'on trouve, les partis qui briguent le pouvoir dans les pays européens en particulier, tous se raccrochent à cette idée de la croissance du PIB. Et qui entraîne cette production tout à fait débordante de déchets. Donc, pour réfléchir ensemble aux raisons de notre attachement au PIB et à la mesure dans laquelle il sert ou il dessert les buts qui lui sont attribués, je voudrais m'appuyer sur le travail d'un juriste qui s'appelle Olivier de Schutter, qui intervient beaucoup auprès de la Commission européenne, auprès des parlementaires européens, et qui a essayé de réfléchir à cette question-là, et notamment à dire, voilà, comment on gère les questions de pauvreté en essayant de se libérer un peu de cet objectif de croissance du PIB. Alors, il commence par expliquer que l'augmentation du PIB reste aujourd'hui
de façon dominante, perçue comme la condition de toute réduction de la pauvreté. Donc le schéma classique de lutte contre la pauvreté, c'est on va essayer d'augmenter la richesse monétaire totale, telle que reflétée par le PIB, de façon à pouvoir taxer ensuite les entreprises et les ménages, en particulier les plus aisés, ce qui va permettre de redistribuer la richesse sous forme de services publics ou de protection sociale. Sauf que, nous dit Olivier de Schutter, ce modèle est à bout de souffle. D'une part, parce qu'à l'échelle mondiale et même à l'échelle intra-européenne, les États se sont lancés dans une compétition fiscale à qui proposera les plus grandes exonérations fiscales pour que les grandes entreprises y installent leur siège social. Et ensuite, les gouvernements nationaux sont obligés de faire alliance avec ces grands acteurs économiques pour essayer d'augmenter le PIB national, ce qui place ces acteurs économiques dans une position de force pour être en négociation permanente, voire en chantage, en disant « Ok, moi je garde mes usines sur ton territoire à condition que ceci, cela ». Et les gouvernements ont peu de pouvoir de négociation, il y a une relation très asymétrique. Et par ailleurs, les bénéfices qui résultent de l'augmentation du PIB sont largement annulés d'une part par la persistance ou l'augmentation des inégalités, parce que quand il y a une création, une augmentation de richesse dans une situation très inégale, eh bien la majorité des personnes ont plutôt une sensation que leur bien-être diminue parce qu'ils ne profitent qu'à une petite partie de la population. Et par ailleurs, il y a le constat aussi que dans les pays riches, les attentes sociales sont plus tout à fait les mêmes, et qu'on consomme surtout des biens positionnels. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas tellement de se nourrir ou de se loger, même si ça l'est pour un certain nombre de gens, mais dans l'ensemble, on est plutôt dans des biens qui nous permettent de maintenir un certain statut social. Et si on n'est plus possible, si on n'est plus à même de continuer ce maintien du statut social par la consommation, eh bien, il y a un sentiment de bien-être qui se détériore et de déclassement. Par ailleurs, deuxième point, alors dans le rapport de Olivier de Schutter, il y a une dizaine de points, là j'en traite que 3 ou 4. Il dit que cette focalisation sur le PIB, dans les pays riches, elle est contre-productive. Parce que pour chaque point de PIB, aujourd'hui, il y a une empreinte écologique de plus en plus lourde, parce que les gisements de ressources les plus accessibles, les plus faciles à exploiter, ont été exploités. Donc maintenant, il faut de plus en plus d'énergie, forêts de plus en plus profonds, etc., pour produire de cette richesse monétaire. Et que par ailleurs, ce que chaque point de PIB ajoute en termes de bonheur ou de bien-être décroît. Par ailleurs, et plus fondamentalement, cette croissance du PIB, elle nous condamne au malheur, en fait. Elle nous condamne à une forme d'insatisfaction permanente. Parce que, et là, il y a une longue tradition philosophique derrière ça, mais le bonheur tient souvent à se contenter de ce qu'on a et à considérer toute nouvelle chose qui arriverait comme une sorte de bonus qui va être synonyme de joie, mais sans attente particulière. Or, une économie en croissance met les acteurs sociaux dans la situation d'attendre en permanence, d'avoir en permanence l'expectation, l'attente d'acquérir une voiture plus grande, d'acquérir un outil technologique plus sophistiqué, etc. Et si cette attente n'est pas satisfaite, eh ben, il y a de la frustration, il y a de l'insatisfaction, etc. Je vous disais, c'est un truc des pays du Nord, parce que moi j'ai une collègue anthropologue qui travaillait dans le sud de Madagascar, elle interviewait un paysan qui disait « Quand tu as un bol de riz, ta vie est en rose. » Voilà, donc un bol de riz suffit à notre bonheur. Au sud de Madagascar. Nous, si au cours de notre journée, la seule chose qui se produit, c'est un bol de riz, on a l'impression que notre existence est nulle et non avenue et qu'on ne vaut rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas tout à fait dans la même circonstance. Et donc, cette croissance du PIB, elle peut être tout à fait valable et légitime pour des pays pauvres, etc., qui ont besoin de s'équiper minimalement, de satisfaire des besoins essentiels. Par contre, dans les pays riches, où ce circuit de la récompense est mobilisé à outrance,
eh ben, la joie, le plaisir qu'elle va générer est de moins en moins probant. Ce qui nous condamne à une forme d'insatisfaction permanente. Troisième point sur lequel je vais passer plus rapidement pour ne pas trop prendre de temps, le découplage en valeur absolue, le découplage entre croissance du PIB et impact environnemental ne se produit pas. Il se produit un petit peu en termes d'émissions carbone pour les pays européens, c'est les graphes que vous avez là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il ne se produit pas suffisamment pour atteindre les objectifs climatiques, et surtout, ça n'intègre pas l'empreinte matérielle de cette croissance économique, les ressources qu'on extrait et les déchets que l'on rejette. Et enfin, il y a quelque chose, encore une fois, d'un peu paradoxal et contre-productif dans cette quête de l'augmentation du PIB, qui est aujourd'hui, à gauche comme à droite, les gens estiment, les représentants politiques estiment qu'il faut augmenter le PIB pour atteindre tout un tas d'objectifs qui sont vus comme vertueux, louables, etc. Augmenter les salaires, financer les services publics, créer des emplois, prendre des mesures pour protéger l'environnement. Mais du coup, pour atteindre cette augmentation du PIB, on procède exactement à l'inverse de ce qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire on précarise le travail, on donne des exemptions fiscales qui réduisent la redistribution, on libéralise le commerce, on sous-investit dans tout un tas de tâches qui ne contribuent pas directement ou qui ne sont pas comptabilisées dans le PIB. Donc, là encore, Olivier de Schutter met en évidence le caractère paradoxal et finalement contre-productif de se fixer l'augmentation du PIB comme l'alpha et l'oméga de toute politique légitime ou valable à l'échelle d'un territoire national. Maintenant qu'on a fait ce petit détour par ce que j'appelle le fétichisme du PIB, mais c'est vraiment pas de moi, hein, je m'inscris dans toute une tradition de travaux sur ces questions. Je voudrais juste finir sur l'économie circulaire. C'est vrai qu'au cours de cette intervention, là, je n'ai pas beaucoup insisté sur les solutions, sur les pratiques intéressantes qui se mettent en place en termes de valorisation organique, en termes d'économie de la fonctionnalité, en termes de nouveaux modèles économiques qui se développent ou d'usages qui permettent de sortir de cette linéarité. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à vous livrer à l'exercice de la fresque de l'économie circulaire, qui est un de ces jeux sérieux qui existent, qui sont un peu en vogue en ce moment et auxquels il est facile d'accéder. Mais justement, pour parler d'économie circulaire, et je m'arrêterai là-dessus, je voudrais juste nous livrer à un petit exercice de biomimétisme, ou en tout cas de regarder en quoi les sociétés humaines pourraient s'inspirer du vivant pour aborder ces questions. Pour cela, je m'appuie sur le travail d'un collectif d'universitaires qui a publié en 2018 une évaluation de la distribution de la biomasse à l'échelle planétaire et qui a abouti à ce résultat-là qui est mis en image sur l'écran. Premier résultat de leur étude, petite leçon d'humilité, les humains sont tout à fait marginaux là-dedans. L'essentiel de la biomasse, c'est des plantes, ensuite des bactéries, des champignons, des archées, des protistes, voilà, et des animaux. Et au sein de cette colonne orange des animaux, les humains occupent un petit étage parmi d'autres, qui équivaut à 0,6 milliards de tonnes de carbone, et donc c'est tout à fait négligeable en fait dans ce panorama général de la biomasse. Donc leçon d'humilité et puis peut-être une invitation à dire ouais, ce serait peut-être pas mal que l'empreinte de nos activités n'étouffe pas le reste du vivant parce que finalement peut-être qu'on doit revenir à notre juste place entre guillemets ou quelque chose d'un peu plus humble. Le deuxième enseignement,
c'est de revenir un petit peu, et ça on le fait dans le bouquin, sur cette idée reçue que vous avez peut-être déjà entendu dire, selon laquelle dans la nature, il n'y a pas de déchets. D'accord ? Cette phrase qu'on peut entendre à l'occasion consiste un peu à dire, en fait, les déchets seraient le propre des civilisations humaines, des sociétés humaines, et en gros, voilà, c'est un problème presque consubstantiel à l'être humain. Alors, cette idée que dans la nature, il n'y a pas de déchets, elle est à la fois vraie et fausse. Comme beaucoup d'idées reçues, elle est à la fois vraie et fausse. Elle est fausse parce que dans les écosystèmes, il y a en permanence des organismes qui périclitent, qui s'effondrent, qui cessent de fonctionner. Et donc, il y a du déchet, il y a du résidu, il y a de la déchéance de matière. Mais elle est vraie parce que dans le vivant, il y a aussi, on estime qu'il y a 20 à 30% des organismes dont la fonction première est de décomposer la matière, de démanteler justement ces organismes hors d'usage, ces organismes qui ont cessé de fonctionner, les réduire en petits morceaux pour les réinsérer dans les cycles biogéochimiques. D'accord ? Et ces organismes, ces démanteleurs, c'est des bactéries, des champignons, notamment les saprophytes, et les vers de terre, d'accord, les annélides. Et en fait, on peut se rendre compte que quand on se balade dans une forêt, par exemple, tout le sous-sol, le sol forestier, en fait, c'est une véritable usine de démantèlement moléculaire qui va s'attaquer à n'importe quel tronc d'arbre qui s'effondre pour le démanteler et le convertir en intrants, en nutriments pour d'autres organismes. Et donc, c'est ça qui permet qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de déchets dans les écosystèmes. Et du coup, si on veut être sérieux en termes d'économie circulaire, nous, société humaine, il faudrait peut-être qu'on se mette un petit peu à l'échelle. Or, aujourd'hui, si on fait le calcul, la part en France qui est dévolue aux activités de gestion des déchets, c'est 1,5% du PIB et à peu près la même proportion de la main-d'œuvre. D'accord ? 1,5%. Dans les écosystèmes, c'est 20 à 30%. Voilà, donc beaucoup de perspectives professionnelles d'avenir dans ce secteur pour celles et ceux qui sont en réflexion par rapport à ça. Et par ailleurs, je finirai, et donc on peut prendre un certain nombre de questions, par suggérer tout un tas de lectures de personnes qui se sont intéressées à ce problème des déchets et qui ont proposé une réflexion sociale, politique ou philosophique de réorganisation collective autour de cette question-là, autour de ce thème-là. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. On peut prendre quelques réactions ou questions de clarification. Et puis ensuite, je passerai la parole à nos collègues de retour de leur expédition océanique. Je crois que c'est enregistré. C'est mieux si vous parlez. Quoi? Ok, là, c'était pour revenir sur le graphe, les tonnes de déchets en fonction des pays, selon les niveaux de revenus, les niveaux de richesse. Ah, voilà ça. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'au moment où vous présentiez ça, ce que j'ai compris, c'est que ça dépendait pas du PIB, ou alors enfin, plus le PIB augmentait, plus les déchets augmentaient. Mais c'est pas ce que montre le... Alors, c'est pas exactement ce que montre le graphe, vous avez raison. J'aurais pu en choisir un plus éloquent, ce que je vous disais, mais en gros, dans cette analyse de 2012, les perspectives de croissance de déchets, elles se situent, vous pouvez le voir, en valeur absolue comme en valeur relative, dans les pays à revenus moyens bas, et dans une moindre mesure dans les pays à bas revenus, les pays à revenus moyens hauts. C'est aussi
les pays qui sont projetés à l'époque comme ayant la plus grande perspective de croissance de PIB, parce que c'est des pays en développement, voire des pays émergents, qui ont des taux de croissance entre 5 et 10% par an, tandis que les pays à haut revenu qu'on voit à droite sur le graphique ont des taux de croissance qui sont généralement autour de 1 ou 2 maximum %. Donc, ce graphe est simplement plutôt à titre de transition pour expliquer que le réservoir de croissance de déchets, il se situe aussi à l'endroit où on estime qu'il y a de réservoirs de croissance économique en termes de PIB. Merci. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas d'autres interventions, on peut passer à l'expédition 7e continent. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Florent, donc je suis en 2e année de Sciences Po Toulouse. Là, vous pouvez vous dire quelle est ma légitimité pour vous parler. Alors, j'en ai une petite quand même, c'est qu'avec ma collègue qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver, on est allé sur l'expédition 7e continent. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expédition 7e continent? En fait, c'est une ONG donc, qui a été créée histoire de faire de la recherche dans les océans. Donc, c'est carrément le sujet dont parlait Jérémy Cavé à l'instant. Bonjour Louise. Et donc concrètement, c'était quoi l'idée? C'est que cette ONG, c'est la première à faire des échantillonnages dans les océans pour voir en fait concrètement où va le plastique quand il arrive dans l'océan. En fait, c'est une question qui est assez intéressante parce que au départ, les gens ils savaient que bon, il y avait des déchets partout, que les déchets ils allaient dans l'océan, mais on ne savait pas trop où il allait, comment il se dégradait. Quelles étaient les conséquences sur l'humain. Et donc ça va avoir, en termes de recherche scientifique, on n'est qu'au début d'une recherche qui est hyper foisonnante. Et donc nous, notre but à cet instant-là, c'est pas d'aller dans les gyres océaniques pour voir les déchets, mais ça va plutôt de faire la sensibilisation auprès du grand public. Et c'est là qu'est le réel intérêt. Bon, je vous montre des petites photos. C'est quand même joli. Concrètement, c'est quoi l'idée? C'est qu'on était donc sur le bateau, et le bateau, il passait sur toute la côte de la Méditerranée, notamment, et afin de faire des stands de prévention. Bon, alors la prévention, comment elle se déroule? Eh ben, on arrive dans une ville, on installe nos stands, et puis toutes les personnes qui nous croisent, ou alors en tout cas qui ne veulent pas forcément nous croiser, mais qu'on va alpaguer, vont venir nous voir, et à partir de ce moment-là, on leur parle de plastique. Alors on va peut-être vous faire en 2-3 petites minutes le speech qu'on leur faisait, bon, alors vraiment en résumé, mais ce qui est, me semble-t-il intéressant, c'est la réaction des personnes face à un topo qui pourrait paraître assez lambda finalement, c'est-à-dire oui il y a du plastique, comment faut-il le recycler? On pourrait se dire face à ça, oui les gens ils savent, ils vont pas faire d'erreur. Erreur, justement, erreur. Donc concrètement, on arrive ici, et on leur montre des choses assez basiques, que sont par exemple le temps de décomposition d'un déchet, ou alors qu'est-ce que ça fait sur un microscope. Et on leur montre aussi une carte. Et cette carte-là, elle va provoquer beaucoup de débats, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est celle-là, donc c'est le tracé d'un déchet finalement donc, dans l'océan. Parce que quand le déchet il est jeté, où qu'il soit jeté finalement, que ce soit au milieu de la Russie, ou alors sur une côte américaine, africaine ou européenne, il va finir forcément sur l'un de ces 5 ronds que vous voyez. Ces ronds-là, on appelle ça une gyre océanique. Donc c'est les endroits où il y a la plus forte concentration de plastique dans l'océan. Donc pour vous donner un exemple, celle de l'Atlantique Nord, elle va faire 5 à 6 fois la France en termes de circonférence sur 40 cm de profondeur. Donc là, déjà, les gens, ils ont une première réaction, c'est ah oui, on savait qu'il y avait un truc comme ça, mais c'était dans le Pacifique Nord, je crois. Bon, du coup, on leur dit, alors il n'y en a pas qu'une seule. Puis après, ils ont tout de suite l'idée d'une île sur laquelle on pourrait marcher. Donc c'est ce que disait Jérémy Cavé tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une soupe de plastique qui est complètement invisible à l'œil nu. Bon, alors là, c'est assez intéressant à voir parce qu'il y a les premiers complotistes qui arrivent en nous disant non, vous mentez.
le plastique, il est solide dans l'océan. Et donc face à ça, on dit bah non, la recherche prouve le contraire. Et en fait, c'est assez intéressant à voir parce que les gens se raccrochent à l'idée que le plastique, il reste solide parce qu'un jour, il pourrait être ramassé. Dans leur tête, c'est OK, on peut continuer à consommer parce que voilà, les déchets, quelqu'un s'en occupera un jour, les gouvernements se réveilleront un jour et iront les ramasser dans l'océan. Sauf que ce qu'on leur dit, c'est un peu déprimant, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que le plastique, il va se dégrader. Bon, je laisse la parole à Louise. Du coup, après, souvent la question qui vient, une fois qu'on leur a parlé du 7e continent, qu'on leur a expliqué ce que c'était, c'est du coup, quelle est la conséquence? Parce que, ok, il y a du plastique dans l'océan, en soi, où est le problème finalement, à part que c'est pas très joli. Et en fait, ce qu'on leur explique, c'est que les recherches qui ont été faites par l'ONG, elles ont permis de montrer plusieurs conséquences du plastique qui était dans l'océan. Et un exemple qu'on donnait, c'est que en fait, les débris de plastique, donc les fragments de plastique qui ont été dégradés dans les mers, dans les océans, peuvent être des supports pour le transport de bactéries ou alors d'espèces invasives. Donc bon, les bactéries, on voit un peu tout ce que c'est. Enfin, ça va être en fait tout un ensemble de micro-organismes. Donc il y en a certains qui posent absolument pas de problème, mais il y en a qui peuvent être pathogènes. Et donc en fait, pour vous donner un exemple extrêmement concret et qui est très marquant souvent, c'est qu'on a déjà retrouvé des souches de choléra sur des débris de plastique. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on touche un débris de plastique, on attrape le choléra. Ok, c'est pas la maladie en elle-même, c'est une souche de la maladie. Mais en fait, potentiellement, ça pourrait causer des problèmes sanitaires en fait, dans le futur. Ensuite, pour ce qui est espèces invasives, les conséquences, elles vont plutôt être sur la biodiversité, rarement directement sur l'être humain. En gros, pour faire très simple, une espèce invasive, ça va être une espèce qui va soit s'approprier, soit détruire l'habitat d'autres espèces quand elle arrive dans un écosystème. Donc ce qui se passe, c'est que les débris plastiques qui vont flotter à la surface de l'océan vont se déplacer en suivant les courants, un peu comme on voit sur les gyres en fait, qui sont affichés ici. Et donc en fait, il y a des espèces qui vont pouvoir se loger sur un morceau de plastique et traverser des étendues qui sont absolument immenses et se retrouver dans des territoires où on ne les observait pas du tout au départ. Et donc une fois qu'elles vont être dans ces territoires, elles vont pouvoir justement aller déranger la vie, on va dire, d'autres espèces jusqu'à complètement les éliminer en fait. Un exemple qu'on prend, juste pour vous illustrer le déplacement des espèces, c'est le ver de feu. Donc c'est un ver urticant qu'on retrouvait au départ dans le nord du continent africain et qui en fait a traversé la Méditerranée pour se retrouver aujourd'hui y compris sur les côtes françaises en fait. Et donc, concernant la dégradation du plastique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le plastique, il finit par se dégrader jusqu'à arriver à l'échelle du nanoplastique. Et c'est là qu'on arrive au réel problème, parce que, bon, alors comment ça se dégrade? Ça se dégrade avec les UV, ça se dégrade avec la fragmentation des vagues, avec le temps aussi. Et au bout d'un moment, il devient tellement petit qu'il est impossible à voir à l'œil nu. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Donc concrètement, ce que vous voyez sur la bouteille qui est à gauche, c'est pas le plastique, c'est des petites algues, c'est des petits organismes. Et ce que vous ne voyez pas, c'est le nanoplastique. Et ça, c'est l'élément peut-être qui choque le plus les gens, c'est que du coup, dans leur tête, ils étaient vraiment en mode que oui, on allait le ramasser un de ces jours, ce plastique. Mais à ce degré-là de fragmentation, le plastique n'est pas ramassable. Il ne pourra pas être ramassé. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le ramasser. Que ce soit en laboratoire ou dans l'océan, c'est impossible. Il y a des tentatives qui sont mises au jour, mais en tout cas, elles ne sont pas développables à l'échelle d'un océan, quoi. Donc concrètement, tout ce qu'on peut faire, c'est de le ramasser avec la photo que vous voyez au milieu, c'est-à-dire un filet manta. Donc c'est un filet qui est en toute petite fibre qui va pouvoir ramasser du microplastique. Mais même ça, c'est pas une solution. Parce qu'en fait, quand vous passez un énorme filet dans l'océan, vous ramassez pas que le plastique, du coup. Vous ramassez aussi toute la faune et la flore locale. Et donc si vous ramassez 5 à 6 fois la France de microplastique, vous tuez 5 à 6 fois la France d'écosystèmes marins. Donc on enlève une partie du problème et en créant un énorme problème par la suite. Et donc face à ça, les gens ils vont avoir des réactions qui sont assez différentes. Et moi j'ai classé 2-3 types de réactions basiques. Bon, à part la personne sympa qui nous écoute et qui dit ah oui, j'avais pas compris. On a souvent les gens qui savent. En fait, on les aborde et ils nous disent ah oui, non, moi je sais tout. Mon cousin travaille je ne sais pas où, près de l'océan. Voilà, il m'a tout dit. Bon, alors concrètement, dès qu'on commence à leur parler, le
le seul problème qu'ils voient au plastique dans l'océan, c'est le fait que les tortues, elles meurent. Donc face à ça, bon, on déprime un peu et on leur explique. Mais ça va, c'est pas très grave. Ensuite, on a les personnes qui sont plus agressives, notamment sur d'où vient le plastique. Voilà, donc là, moi je l'ai catégorisé aux personnes racistes, concrètement. Euh, parce que d'où vient le plastique? Eh bien, il vient d'Afrique, n'est-ce pas? Il vient d'Asie, plus précisément de Chine. Donc c'est les Chinois et les Africains qui polluent. Et face à ça, donc c'est souvent des personnes assez âgées, mais pas que. Hein. Il faut pas non plus les catégoriser par âge. Et donc face à ça, c'est très simple. Il suffit de leur montrer des photos satellites qui montrent qu'en fait le plastique il dérive de tous les continents. Et vu qu'il reflète une certaine lumière, on peut prendre des photos de ça. Donc du coup, on leur montre, vous voyez, là c'est l'Europe, c'est typiquement l'Europe. Et puis on voit bien le plastique qui se déplace jusqu'à la gire de l'Atlantique Nord. Là, les gens, ils sourient un peu moins, quoi. C'est pas que les Chinois et les Africains. Donc on est désolé de leur dire. Et ensuite, on a aussi les anti-écolos, mais qui supportent la vraie écologie. Donc c'est-à-dire que face à nous, ils sont en mode mais oui, c'est super ce que vous faites, c'est génial, il faut parler aux gens, et puis surtout aux jeunes, hein, parce que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Mais par contre, l'écologie, je peux pas, quoi. Parce que elle est punitive, parce que ils nous disent que ouais, on doit changer, mais changer quoi? Moi j'ai 90 ans. Bref, et donc du coup finalement ils sont d'accord avec les conséquences, ils disent mais oui, il y a plein de problèmes. Donc les solutions, non, pas de solution. Et surtout pas réduire notre consommation parce que ça serait vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a les gens qui nous disent c'est super, mais il faut pas dramatiser. Mais alors face à ça, c'est compliqué, hein, parce qu'en fait la situation elle est dramatique et donc face aux gens on veut bien être gentil et c'est aussi l'idée, c'est de ne pas les faire sortir en pleurant de notre stand. Promis, les gens pleuraient pas, hein. Mais la situation est quand même dramatique et les gens, en tout cas beaucoup de personnes se disent que en fait, les écologistes vont dramatiser une situation qui en fait n'est pas si grave, on vit très bien avec, enfin voilà, il y a du plastique dans l'océan mais moi j'en meurs pas. Oui, on n'en meurt pas encore en fait, mais il y a des gens qui en meurent déjà, il y a des gens qui sont impactés directement. Et donc ça c'est un côté assez, assez stable chez les personnes, c'est que la situation c'est pas si grave. Voilà. Ensuite, ce qu'on essayait un peu de montrer aux gens, c'est que justement dans l'argument que vient d'évoquer Florent, ce qui les dérangeait beaucoup, c'est qu'en fait il fallait qu'ils changent leur comportement individuel. Nous, ce qu'on leur présentait, c'était l'alternative des 3 R qui était réduire, réutiliser, recycler. Donc forcément, quand on leur dit de réduire leur consommation, tout de suite, ils se braquent, et ce qui est plutôt naturel parce qu'on vit dans une société de consommation, donc forcément, c'est difficile d'aller à contre-courant, et pour tout le monde, nous les premiers, en fait. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, dans le problème du réchauffement climatique et plus globalement de la crise environnementale, il y a énormément de leviers sur lesquels il va falloir agir. Il y a seulement des leviers sur lesquels c'est plus facile d'agir au niveau individuel que d'autres, et typiquement, le plastique, c'est un levier sur lequel on peut agir. Après, au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça aux gens, on essaie aussi de leur dire il faut agir dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on vit dans une société où le plastique est absolument omniprésent. Et en fait, c'est très difficile de s'en passer complètement. Donc l'idée, c'est de faire des efforts en fonction des moyens qu'on a. Ça peut être des moyens du temps qu'on a, ça peut être de l'argent dont on dispose, parce que ça peut aussi poser une question. On a souvent eu la réflexion, oui, moi j'aimerais bien acheter en vrac, mais en fait c'est pas possible, j'ai pas les sous. Donc encore une fois, tout n'est pas possible pour tout le monde. Après, chacun peut agir en fait. Il n'y a pas une seule façon d'agir, il n'y a pas une seule façon de réduire sa consommation de plastique. Et donc en fait, l'idée c'est de leur montrer qu'il y a une pluralité d'actions qu'on peut mettre en place chacun de notre côté. Et qu'ensuite, après, certes, il va falloir qu'il y ait un changement qui soit beaucoup plus large, qui touche l'ensemble de la société, que les pouvoirs publics, que les pouvoirs économiques se mobilisent aussi de leur côté, si on veut avoir un réel changement qui impacte en fait, profondément ce qui se passe aujourd'hui, en France, mais aussi à l'international. Et puis peut-être pour finir, parce qu'on va pas vous saouler avec ça, mais on a eu pas mal de grosses désillusions concernant pas forcément seulement l'ONG, mais aussi ce dont on leur parlait, parce que on a vraiment l'impression d'être impuissant face à un problème qui est global, et en même temps on leur parle d'un sujet qui est très précis, c'est-à-dire le plastique dans l'océan, et ne serait-ce que ce sujet paraît impossible à réaliser. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus concernées, c'est-à-dire le créateur de l'ONG ou alors les personnes qui travaillent là à l'année,
qui vont faire les recherches scientifiques dans l'océan, en fait, elles gardent espoir parce qu'il faut garder espoir un petit peu, et puis de toute façon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais concrètement, on arrive à des points de non-retour où les solutions, elles ne sont pas encore là, où concrètement, quand les gens posent trop de questions, il faut leur expliquer qu'en fait, il n'y a pas de solution. Parce que le nanoplastique, voilà, il y a pas, on peut rien faire, et il vit sa petite vie tranquillou, hein. Le nanoplastique, il y a des études qui sont pas encore publiées, mais qui diraient qu'elle pourrait s'évaporer avec l'eau de pluie et donc réapparaître sur n'importe quel endroit du globe. On a retrouvé du plastique du nanoplastique sur le toit de l'Himalaya. Donc ça veut dire que potentiellement c'est du plastique qui se serait évaporé dans la mer et qui réapparaîtrait partout sur la planète. Ou alors il y a une autre hypothèse qui dirait que le nanoplastique va s'agripper à des particules plus lourdes et finir par couler au fond de l'océan. Bon, bah, c'est sympa, il sera pas là-haut, il n'aura pas tout un tas de problèmes qu'on vous a dit avant, mais il sera toujours là. Et face à ça, ben, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté, bon, c'est sympa, mais là, c'est un peu mort, quoi. Mais concrètement, voilà, dès qu'on quitte le côté, ok, il n'y a pas que des complotistes, il n'y a pas que des racistes, il n'y a pas que des personnes qui nient complètement le problème, on s'aperçoit quand même qu'on a individuellement une responsabilité, et être le plus grand levier qu'on peut avoir, c'est quand même le recyclage. Parce que souvent, les personnes nous disent oui, mais moi j'ai l'impression que je recycle, mais que mes voisins le font pas, et donc oui, peut-être qu'en fait ça sert à rien. Bah en fait si, parce qu'une poubelle de recyclage, même si elle n'est pas recyclée au bout de la file, parce que les collectivités n'ont pas encore forcément mis tous les moyens qu'il y avait dedans, et ben elle peut servir d'échantillonnage scientifique, et donc c'est-à-dire que cette poubelle, elle pourra être utilisée par les scientifiques pour permettre de mieux recycler derrière, pour pouvoir comprendre comment gérer à terme le problème du plastique. Donc si je dirais qu'il y a un espoir, en fait, elle est quand même dans la recherche scientifique. C'est un peu paradoxal parce que c'est la science qui nous a mis là-dedans finalement, mais c'est un peu dans ça qu'on doit croire aussi pour nous sortir de ce pétrin. Voilà. Juste dire un dernier mot, mais je pense que ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. En fait, le message global qu'on voulait que les gens retiennent, c'est que aujourd'hui, le plastique qui est dans l'océan, il va y rester, et les conséquences qu'il a, elles vont continuer à s'appliquer. Et je veux dire, le plastique qui vient d'être jeté dans l'océan va se dégrader et le processus va se répéter. L'idée, c'est d'essayer de limiter la quantité de plastique qu'on va mettre dans l'océan à partir de maintenant. Voilà, donc on ne changera pas le monde, nous, tout seuls, mais juste faire sa petite part. Et puis après, si on a envie de faire plus, écoutez, vous êtes à Sciences Po pour certains d'entre vous, et à TBS aussi. Bon, parfait. Vous allez avoir du pouvoir à la fin de vos études, n'hésitez pas à en profiter, ça peut servir. Merci beaucoup. Donc on va peut-être prendre des interventions, des questions de clarification sur la présentation qui vient d'être faite, avant de peut-être élargir aussi le débat à ces questions de déchets en général. Je disais, ça sera peut-être pas une question, c'est peut-être plus un constat. Je suis plus vieille que vous, parce que j'ai vécu un certain temps. J'ai connu ces déchetteries, effectivement, quand j'étais jeune, qui étaient à flanc même de montagne, hein, même pas enterrées, et qui montraient l'augmentation un petit peu de la consommation. Bon, ce que vous nous dites sur le plastique, ce que vous nous avez dit avant, il y a un peu une forme de désespoir qui nous prend. Parce qu'on se dit, là, par exemple, chez moi, j'ai 2 poubelles où maintenant on nous a mis 2 poubelles de même taille pour l'organique et pour le reste. Et on se rend compte que les poubelles organiques, par exemple, passent une fois par semaine, l'autre toutes les 2 semaines. Or, c'est l'autre qui, en fait, se remplit plus vite. Et on se dit, on crée du déchet, mais comment on peut faire pour réduire? Donc, voilà, moi, ça me pose un peu question.
On se dit on veut essayer de consommer différemment. Alors moi je pense par exemple le véhicule, se dire on va prendre l'électrique parce que peut-être que c'est plus vertueux, etc. Et puis on se dit mais quand on rend la voiture, comment c'est recyclé? Est-ce que c'est étudié jusqu'au bout? Enfin bon, voilà. Donc en fait moi j'imagine que vous êtes tous pareils, se dire oui on veut être vertueux, on veut peut-être réduire le plastique ou autre chose parce qu'il y a des tas d'autres choses. Comment faire? Vous avez évoqué la recherche, je suis d'accord avec vous que la recherche a déjà apporté des solutions, puisqu'on voit que par la recherche, on a des emballages recyclables, etc., qu'on peut fabriquer les choses différemment. Je pense que justement, vous êtes à Sciences Po, vous serez peut-être amené un jour à légiférer. Il y a la loi qui est là, il y a la loi qui existe déjà et qui n'est pas appliquée. Moi-même, je travaille sur notamment, pas que ça, mais les marchés publics. On sait qu'il y a la réglementation à portée de main, on n'arrive pas à la mettre correctement en œuvre. Quand on est sur des problématiques de développement durable, etc., de se dire comment on va acheter vertueux, si on n'a pas toute la boutique qui se mobilise, on n'y arrive pas. Donc, et quand on dit loi, tout de suite, on pense sanctions, en se disant qu'est-ce qui va se passer? Ce matin, j'ai assisté à une réunion sur l'achat durable, je dis mais la sanction, c'est quoi? Il n'y en a pas. Donc à un moment donné, il faut peut-être accepter aussi que si on veut réagir, il faut de la législation, avec peut-être une forme de sanction un petit peu, comment dire, qui sensibilise, et la recherche, effectivement, arriver à trouver autre chose. Mais voilà, j'ai là votre constat, on le partage, mais on se dit, mais comment faire, quoi? Help. Niveau législation, il y a quand même des avancées qui ont lieu, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Il y a tout un terme de loi qui vont permettre à terme de réduire grandement notre consommation de plastique globale. Par exemple, on a des lois sur l'éco-conception qui ont été faites cette année, il y a quelques mois. En gros, concrètement, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant les bouteilles en plastique, le bouchon il était séparé de l'ensemble de la bouteille, ce qui crée des graves problèmes parce que ça faisait 2 fois plus de... Enfin bon, voilà, vous voyez où je veux en venir. Et concrètement, ce qui permet aujourd'hui de rattacher ce bouchon à la bouteille, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas seulement changer le bouchon, il faut changer l'ensemble de la chaîne de production de cette bouteille pour qu'à la fin, on ait moins de plastique produit, en tout cas moins de plastique jeté. Donc c'est là qu'est le réel enjeu, c'est que du coup cette loi elle est passée et je crois que c'est tous les 6 mois, une commission va s'attaquer à des nouveaux types d'objets pour faire en sorte qu'ils soient éco-conçus. Bon alors c'est un exemple, hein, mais concrètement il y en a des lois qui passent, mais ils sont aussi confrontés à une réalité économique et c'est là où il y a aussi des pressions au niveau européen pour bloquer certains textes de loi écologiques, mais ça passe parfois. Juste une petite précision pour ceux que ça intéresse, c'est la loi AGEC, elle est passée en 2020 et il y a des objectifs qui ont été fixés jusqu'en 2027 je crois. Donc voilà, il y a une partie des projets qui a été mise en place, mais il y a aussi plein d'autres choses qui sont prévues et qui devraient être mises en place dans les prochaines années. Je réagis aussi à l'intervention. Dans certains pays d'Europe du Nord, la collecte elle est organisée maintenant au sens où les biodéchets et les déchets recyclables ils sont collectés en porte-à-porte et que par contre les déchets en mélange, il faut aller les amener dans un point d'apport volontaire à 300 mètres de chez soi souvent, ce qui demande un effort additionnel en disant voilà, tant que vous triez, vous compostez, on vous donne le service au porte-à-porte, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà. Comme une manière aussi d'inciter les gens à composter au max et trier aussi ce qui peut l'être. Et pour ce qui est des déchets ménagers, le compostage, ça permet de réduire de 30% le poids de la poubelle. Après, si on trie les emballages, franchement, il ne reste plus tant de choses que ça dans la poubelle en mélange. Vous avez mentionné les déchetteries qui existaient avant. En fait, c'est des décharges sauvages. Les déchetteries, c'est les endroits où, au contraire, on apporte les choses et on les trie. Enfin, on les met dans des bacs spécifiques, donc les déchets électroniques, les pneus, les batteries. Les décharges, c'est le mélange. Et ensuite, sur la recherche et la législation, ouais, carrément, sur la recherche, il y a un laboratoire ici à Toulouse qui travaille sur des enzymes qui seraient capables de se nourrir de plastique, comme une manière d'essayer de travailler ça. C'est encore assez expérimental, ça n'a pas été déployé à grande échelle, mais il y a des recherches là-dessus, et c'est sûr que sur ce problème du plastique, tôt ou tard, peut-être dans 900 000 ans, il y aura un organisme vivant qui va apparaître, qui va se nourrir de plastique. Et ben, cet organisme, il va prospérer, quoi. Il y a peut-être une belle civilisation à venir, voilà. Mais est-ce qu'elle sera compatible avec la vie humaine? C'est une autre question.
Et sur l'histoire de la législation, ouais, clairement, il y a des pays africains, par exemple, qu'on dit, bon, bah, très tôt, genre le Rwanda, qu'on dit, bah, nous, on n'aura pas les moyens de s'acheter des incinérateurs dernière génération, etc. Donc, on va bannir les sacs plastiques. Ils l'ont fait, je crois, dès 1994, où le Kenya a emboîté le pas dans les années 2000. Et c'est aussi assez efficace, en fait, plutôt que... Le plastique, ça se recycle très mal. On parle vraiment de downcycling pour le plastique, parce que c'est pas très intéressant. Autant des canettes en alu de soda, ça se recycle bien, c'est un super matériau, etc. Même objet, c'est très léger et tout. Donc ça vaut le coup. Mais le plastique, non. Donc vaut mieux le bannir, effectivement, et la législation peut être très, très efficace pour ça. Et simplement par rapport au désarroi dont vous faisiez part à la lecture de ces chiffres et tout, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je fais cet effort de revenir à la cause structurelle. Alors, c'est vrai que cette histoire de ce lien entre déchets et PIB, il peut paraître un peu brutal d'une certaine façon, mais en fait, on constate que si on se contente d'essayer de trouver des solutions techniques en bout de chaîne, en disant « Ah, bah là, j'ai une installation de recyclage un peu plus performante avec du tri optique, ou là, j'ai un incinérateur, ceci », ça réduit à la marge le problème, mais ça ne réduit pas le problème dans sa masse, qui aujourd'hui devient problématique pour l'habitabilité de la Terre. Donc je pense qu'il faut aussi revenir vraiment à la source, avec des mesures qui sont peut-être audacieuses et un peu franches en un sens, mais qui ne sont pas idéologiques pour autant. C'est-à-dire que la question du PIB, elle ne préjuge pas de l'organisation sociale qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le capitalisme, le communisme sont tous les deux retrouvés sur le productivisme et cette capacité à produire des objets et des déchets en grande quantité. Donc ça ne préjuge en rien ensuite des choix qui vont être faits, de distribution des ressources, etc. Mais par contre, il faut qu'on arrête de s'omnubiler avec un indicateur qui n'avait pas été conçu pour l'usage qu'on en a et qui est complètement dévastateur en fait. Oui, c'était pour revenir sur le le nanoplastique. Je sais pas, enfin, dans le monde de la nutrition, on entend souvent parler comme perturbateur endocrinien, ou enfin, ça a des impacts sur la santé humaine. Et là, enfin, je veux pas encore dédramatiser le problème, mais de ce que je me souviens, de ce que vous avez parlé, c'est l'introduction de micro-organismes qui peuvent être pathogènes ou invasifs. Et pour moi, c'est la première fois que j'entends ça au sujet des microplastiques. J'imagine que dans l'imaginaire collectif, c'est pas du tout ça le problème qui vient à l'esprit des gens. Donc je sais pas, est-ce que c'est pour vous un manque de... Enfin, le public n'est pas assez au courant, ou est-ce qu'effectivement il y a d'autres soucis avec les microplastiques, nanoplastiques que ce que vous avez abordé? Alors oui, tu as complètement raison. Nous, quand on faisait la présentation aux personnes, ça pourrait durer plus d'une demi-heure, voire plusieurs heures. À ce moment-là, on découlait tous les problèmes du plastique. Là, on n'a pas voulu vous assommer non plus avec tout ce qui ne va pas. Mais en effet, le problème des perturbateurs endocriniens, il est assez terrifiant parce que concrètement, il va nous perturber directement dans le fonctionnement de notre corps, par exemple, et même de la faune locale. Ça va perturber directement les organismes et on peut le voir directement chez nous. Par exemple, les règles, ou en tout cas la puberté, elle va arriver de plus en plus tôt et on peut le corréler notamment à la qualité de la nourriture et la qualité de la nourriture qui proviendrait de l'océan. Et concernant les microplastiques et le nanoplastique et la nourriture, l'une des grandes idées reçues, c'est le fait qu'on pourrait manger du plastique en mangeant par exemple du poisson. Alors, c'est vrai dans un certain sens, mais c'est pas ça qui va vraiment causer des problèmes. C'est-à-dire que nous, si on le mange, on va le manger en infime quantité et notre corps va être capable de l'assimiler. Ce qui va être plus problématique, c'est pour les animaux qui en mangent en grande quantité, qui ne vont pas être capables de l'assimiler et qui vont en mourir. On a 100 000 animaux marins qui meurent chaque année à cause de l'ingestion de plastique. Mais vous, particulièrement, vous pouvez continuer à manger des moules, il n'y a pas de souci. Et pour compléter sur les perturbateurs endocriniens, oui, encore une fois, ce qu'on a évoqué, c'était juste un exemple. On ne parle pas trop des perturbateurs parce que c'est une étude qui est en train d'être menée par l'association. Jusqu'à 2026, ils sont en train d'étudier la présence de perturbateurs endocriniens dans la Méditerranée. Donc comme c'est en cours et qu'on n'a pas encore des résultats, on évite de donner des conclusions qui seraient forcément hâtives dans la mesure où en plus on n'est pas du tout scientifique. On discute avec les scientifiques de l'ONG mais on ne l'est pas. Et sur la deuxième partie de la question,
en fait, il y a nécessairement un manque d'informations. Et en plus, nous, les informations qu'on a, c'est des informations qui sont des publications scientifiques, donc qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Et c'est les publications scientifiques de l'ONG spécifiquement. Donc il faut savoir que l'ONG 7e continent, elle existe depuis 15 ans, et qu'il y a en moyenne une publication scientifique qui a été produite par an par l'ONG. Et donc nous, les sources qu'on va utiliser dans ce qu'on vous dit ici, et aussi dans ce qu'on a dit dans les interventions qu'on a fait tout le mois de juillet, c'était les sources de cette ONG spécifiquement. Donc ça nous paraît assez embêtant, certes, mais assez logique que tout le monde ne connaisse pas les résultats des recherches d'Expédition 7e continent. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Et juste en complément, il y a pas mal de travaux sur à quel point les microparticules de plastique sont des éponges en fait à polluants et à substances chimiques problématiques. Donc, notamment, j'imagine que vous connaissez le diagramme des limites planétaires. Vous savez, il y a le changement climatique, il y a la biodiversité, l'usage du sol. Et il y en a un qui a un titre un peu plus, une limite planétaire qui a un titre un peu plus mystérieux, qui est l'introduction de nouvelles entités dans les milieux. Et ça correspond justement à la pollution chimique et à la dissémination dans l'environnement de molécules de synthèse. Ceux qui ont vu, je ne sais pas, il y a un film nord-américain qui porte là-dessus, dont j'ai oublié le nom, Dark Waters, qui porte là-dessus sur un scandale aux États-Unis environnemental comme ça. Et cette frontière planétaire, certains scientifiques estiment qu'elle a été franchie en fait plutôt par manque de capacité de mesure que vraiment parce qu'ils ont mesuré qu'un seuil a été franchi, mais en disant, en fait, ce que l'industrie déverse dans les milieux en termes de molécules de synthèse, donc perturbateurs endocriniens ou autres, excède complètement nos capacités de contrôle. Et donc on peut estimer, au vu du rythme auquel ces molécules sont déversées, qu'on a déjà franchi la mesure. Mais un de leurs indicateurs pour suivre cette dissémination dans l'environnement, c'est la dissémination des plastiques dans les milieux, parce qu'il y a cette idée, et ça a été notamment mis en évidence aussi par l'expédition Tara, qui rejoint le travail de 7e continent, que ces microparticules de plastique sont des éponges à polluants et qu'elles sont parfois 100 fois ou des centaines de fois plus toxiques que l'eau qui les environne. Donc il y a un réel enjeu en tout cas, il y a un réel phénomène de captation de produits toxiques par ces petites molécules de plastique. D'autres questions? J'ai pas compris. Là, ce que vous venez de dire, ce serait plutôt positif. Enfin, ce serait un moyen de récupérer les. Ok. Oui, à condition de savoir récupérer les microplastiques, Oui, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais potentiellement ça pourrait être un levier pour essayer de capter ces molécules chimiques dans l'environnement. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Aujourd'hui, par contre, c'est plutôt un souci parce que ça va déplacer la pollution d'un endroit du globe à un autre endroit du globe. C'est-à-dire que ça va polluer l'entièreté du système marin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte de tout à l'heure avec les gyres océaniques. Donc, c'est 5 endroits du globe. Mais par contre, le plastique, il vient de toutes les mers du monde. Donc, vous vous doutez bien que le plastique qu'on va jeter en bord de Méditerranée, il va intégrer un peu de la pollution d'un port méditerranéen pour l'emmener dans la gyre de l'Atlantique Nord. Et donc, à ce moment-là, ça va polluer sur son trajet l'ensemble de la biodiversité marine qui va croiser. Donc, pour parler de solutions, je pense qu'il faut vraiment qu'on avance très très loin dans la recherche scientifique pour pouvoir le ramasser directement après son introduction dans l'océan, quoi. Aujourd'hui, c'est un souci. D'autres interventions, de questions? Non? Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, on n'avait pas fini, pardon. Je vous lève. T'as une autre partie ou pas? Parce que nous, on voulait parler de ce qui se passe sur le campus, au niveau du tri des déchets, des difficultés qu'on rencontre,
Donc je ne sais pas si ça vient... Voilà, si tu avais autre chose à rajouter ou pas. Ok, merci. J'en ai pour 3 minutes. Ne vous sauvez pas. Alors moi, je vais juste vous parler très très rapidement des déchets à Sciences Po, mais bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas de Sciences Po, donc ça va un peu retomber comme un soufflet. Mais dans vos écoles, ça vaudra sûrement aussi. On a mis en place ici depuis 2023 le tri des déchets. Donc, vous voyez, on a des jolies poubelles colorées et tout ça. On peut trier le papier, les gobelets, les canettes, les bouteilles en plastique, le verre, les piles, les mégots, les papiers, les cartons. Voilà, toutes les poubelles sont représentées là. Et en fait, bah, voilà ce que ça donne. Une poubelle avec pas de tri du tout. Moi, je n'ai pas traversé les océans cet été. Je suis là depuis le mois de mai au comité de transition écologique avec Emmanuel. Et j'ai plutôt passé, depuis le mois de mai, j'ai un peu le nez dans les poubelles ici. Et donc, le constat, c'est que le tri, ça marche pas, quoi. Donc, on est en pleine réflexion, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Si vous avez des idées, il y a l'adresse transitionécologique@sciencespotoulouse.fr. N'hésitez pas à nous soumettre vos petites idées. Et donc le plan B qu'on propose quand même, parce que c'est le plus... Ouais, non, ça ne veut pas. Le plan B, c'est juste en fait, et c'est ce qui a été dit avant moi, hein, c'est de réduire avant que ça arrive dans les poubelles, quelles qu'elles soient. Donc apportez vos emballages, vos tasses, vos mugs, réparer tout ce qui est réparable, acheter du réparable, apporter vos gourdes, je l'ai dit. Et puis on travaille aussi sur la mise en place d'un compost à Sciences Po, voilà, pour réduire encore un peu les déchets, mais voilà. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas, on essaye de mettre des photos de ce qu'il faut mettre dans les poubelles, de mettre des étiquettes avec ce qu'il faut mettre dans les poubelles, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Même si on les enlève, après je pense qu'on ne pourra pas les enlever au niveau de la gestion de l'administration, ça ne sera pas possible. Mais de toute façon, dans les poubelles de tri, c'est mal fait. Donc en fait, on paye un prestataire qui vient ramasser les poubelles de tri, mais en fait, tout part aux ordures ménagères parce que dans la poubelle, je ne sais pas, des canettes, eh ben, il y a régulièrement voilà, des choses qui ne sont pas du tout des canettes. Donc les gens qui ramassent, ils ne sont pas là pour retrier les poubelles. Donc tout part aux ordures ménagères. Mais alors Voilà. là-dessus, là il y a un cercle vicieux qui est assez classique et les gens, alors c'est pas forcément le point de départ, mais les gens trient mal. Donc le prestataire qui vient faire la collecte voit que dans le truc carton, il y a plein de déchets alimentaires, etc. Donc il va tout mettre pour partir en incinérateur ou en enfouissement. Et des étudiants ou pas vont voir ça et vont dire ah ouais mais en fait ça sert à rien, ou même en jetant un coup d'œil en s'apercevant que c'est mal trié, les personnes vont dire ah ouais mais en fait ça sert à rien, et donc ça c'est vraiment un cercle vicieux qu'il est assez difficile de rompre, parce que dès lors que les usagers pensent qu'on se fiche un peu de leur tête et que ce qui est collecté séparément finalement part en enfouissement, et ben ça dissuade complètement à faire le tri. Donc
Or, voilà, la plupart du temps, sauf panne, ponctuelle, etc., ce que vous mettez typiquement chez vous dans les bacs bleus part dans des filières de recyclage, dans des centres de tri où ça va être trié. Ce qui ne répond pas à la question de comment est-ce qu'on sort de cette situation-là, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut être ça peut avoir des effets néfastes parce que ça s'auto-alimente en fait. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans la poubelle de droite beaucoup de déchets alimentaires et d'emballage alimentaire. d'emballage alimentaire. Et souvent, on est souvent un peu le doute de j'ai un emballage alimentaire mais qui est un peu souillé avec des restes alimentaires ou mouillé par une boisson. Donc, est-ce que je le mets dans le tri ou est-ce que je le mets dans le tout venant? Il peut souvent aussi y avoir des interrogations sur le degré, enfin le moment à partir duquel ça cesse d'être recyclable, valorisable ou pas. Voilà, mais vos avis ou vos idées ou vos suggestions nous intéressent, donc n'hésitez pas, ici ou dans vos écoles respectives. Ça peut faire avancer un peu les choses. Voilà, merci. Et juste sur l'histoire du compost, l'idée de faire un compost ici à Sciences Po, moi je trouve que c'est une excellente idée. Les filières de recyclage, selon les filières, bon, ça peut partir un peu à l'autre bout du monde, etc. C'est important, elles fonctionnent, mais c'est assez globalisé. Les filières de recyclage, c'est local. Donc, ce qu'on met, toutes les épluchures, c'est pas du déchet en fait. Ça n'a aucun sens de traiter ça comme des déchets. C'est vraiment quelque chose qui va réenrichir le sol et reconstituer ces cycles géochimiques dont on a absolument besoin. Donc, faire un compost ici, c'est une excellente idée et je pense que ça gagnerait à vraiment être mis en pratique. Et ensuite, ça peut résoudre aussi la question des emballages souillés, parce que si on a un endroit où déverser les matières organiques, eh ben c'est plus simple ensuite de mettre des emballages entre guillemets propres au recyclage. Et enfin, mais bon, moi je peux parler de ça pendant des heures, mais il y a aussi une histoire d'exemplarité des institutions et des organisations. Et on peut demander des efforts aux individus, mais s'ils se rendent compte que les organisations font rien et que toute l'administration Sciences Po jette ses feuilles en papier dans le tout venant, c'est aussi assez décourageant. Et par exemple, voilà, on demande aux gens maintenant de composter. Par la loi, toutes les collectivités françaises doivent proposer un service de compostage à tous les citadins depuis janvier dernier, sachant qu'à Toulouse on partait de zéro, hein, il n'y avait pas de service de collecte des biodéchets. Très bien, donc moi je suis tout à fait d'accord pour trier mes déchets organiques, etc. Je le fais. Simplement, si on se rend compte que la restauration collective ne le fait pas, que tous les Sodexo, tous les restaurants en fait jettent leurs déchets organiques en mélange et que c'est des volumes beaucoup plus importants que ce que moi je vais faire dans ma cuisine, c'est aussi un peu décourageant. Donc, j'insiste là-dessus parce que le propos du bouquin qu'on est venu présenter, c'est de dire arrêtons de parler que des déchets ménagers, parce qu'il y a aussi des déchets liés au collectif, aux organisations, qui sont très massifs et qui ne sont pas gérés convenablement. Et donc, je pense que c'est important de faire preuve d'exemplarité et d'être proactif, on va dire, au niveau organisationnel, au niveau collectif, avant de taper sur les doigts des individus en disant vous triez mal, quoi. Exactement. Ouais, tout à fait. Et que ça soit des critères de choix des prestataires et que ce ne soit pas juste le moindre prix qui gouverne l'attribution des marchés, quoi. Ouais, qui soit mis en œuvre. Il y avait quelqu'un, ouais. Je voulais répondre à ce que vous venez de dire. Je travaille depuis tout récemment dans une entreprise qui s'appelle Les Alchimistes sur Toulouse, que vous avez peut-être vu passer en vélo ou en camion, qui eux collectent justement les biodéchets auprès de particuliers, mais aussi de professionnels. Donc toutes les cantines, le CHU de Toulouse, mais essentiellement des cantines,
trient effectivement tous leurs biodéchets, on en fait du compost en employant des personnes en difficulté d'insertion ou en réinsertion, et on le redistribue à des agriculteurs. Donc il y a des filières de sortie pour ces biodéchets, c'est pas perdu, ça peut donner un peu d'espoir. Carrément, les alchimistes, c'est une super initiative, bravo. Et jusqu'à il y a peu de temps, vous étiez un peu les seuls à faire de la valorisation organique à l'échelle de Toulouse, et donc c'est vraiment une super initiative. J'ai une remarque, on a beaucoup parlé de l'aval, hein, c'est-à-dire nous en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on fait et comment on trie. Moi je suis un petit peu gênée parce qu'il faut aussi regarder ce qui se passe en amont. Il faut savoir que les déchets, on les paye de façon double. On paye la pollution évidente qui a été démontrée par les étudiants, mais on paye financièrement aussi. C'est-à-dire que nous tous collectivement, contribuables, on paye des taxes sur les ordures ménagères pour enlever des déchets qui ont été produits par des industriels. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus d'engagement sur le fait d'interdire certains matériaux, certains plastiques dont on sait qu'on ne peut pas d'ores et déjà les recycler aujourd'hui. Donc j'aurais envie de dire que c'est bien de sensibiliser individuellement, mais politiquement, ça a du sens d'empêcher certaines filières, certains matériaux d'être émis, tout simplement parce que d'ores et déjà on ne sait pas les traiter et on ne sait pas les recycler. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a tout un tas de matériaux qui gagneraient à être tout simplement interdits parce qu'on n'a pas de solution de recyclage derrière ou de traitement. Juste une précision, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que les citoyennes payent, elle finance le service public de gestion des déchets qui dessert les ménages et aussi les commerces, on va dire les petites entreprises qui ont pignon sur rue. Après, au-delà d'un certain seuil, d'un certain volume de production, les grandes entreprises, les industries, elles doivent faire appel à des prestataires privés qu'elles financent elles-mêmes. Mais après, effectivement, il y a tout un tas de déchets en amont, notamment les déchets liés à l'extraction, qui souvent sont laissés comme ça dans les milieux et dont on va payer ensuite les conséquences environnementales et l'entretien qui va éventuellement leur être consacré. Et ça repose, oui, sur le contribuable. D'autres réactions, témoignages où on s'en tient là? Ok. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne fin de journée.